participer avec nous à cette réflexion sur réécrivons le futur. Donc ça, c'est notre thématique ce soir. Et nous avons parmi nos invités donc Christelle Capdufi, qui est directrice développement durable de Louis Vuitton. Donc Christelle, je t'invite à nous rejoindre à la tribune. Je vais aussi appeler Nicolas Piot, qui est fondateur de Tilt Capital, un patron de la finance ce soir. Et puis Solène, donc Thomas, qui a accepté de nous aider en renfort pour animer ce débat, et aussi fondatrice d'une belle association que je vous invite à suivre qui s'appelle Éclore. Je n'en dirai pas plus sur Éclore. C'est un peu la question que j'ai envie de nous poser collectivement. Pourquoi réécrire l'avenir? On va peut-être commencer. Alors je ne sais pas si on ne commencerait pas tout de suite par la salle, par juste piquer deux, trois phrases comme ça, par-ci, par-là. Pourquoi on réécrirait l'avenir? Moi, quelque part, ça me questionne réécrire l'avenir, et je me demande si l'avenir est-il déjà écrit. Donc, c'est déjà une question que je me pose, et puis ensuite, eh bien, s'il est écrit, qu'est-ce qu'on a apporté en le modifiant et en y mettant notre patte et notre impact. Voilà. Ce ne sont que des questions, il n'y a pas d'autre chose. C'est ses amis avec qui on a des discussions sur comment ils voient leur avenir, et que j'entends certains d'entre eux me dire nous on n'aura pas d'enfants, parce qu'on ne veut pas élever nos enfants dans ce monde-là. Ça m'interpelle, et ma principale motivation c'est celle-là, c'est donner envie à nos enfants d'être parents, parce que c'est le plus beau métier du monde et c'est le truc le plus chouette au monde quand on a un enfant et qu'on le voit grandir, se développer, s'épanouir. Et je veux que mon fils et ses amis aient la joie de devenir parents un jour et l'envie de devenir parents. Donc c'est plutôt quelle posture avoir pour composer avec cette incertitude qui arrive peut-être. Dans la salle, vous connaissez Philippe Guimand. C'est un physicien au CNRS qui s'est intéressé au temps, qui a écrit un dernier ouvrage, parle du grand virage de l'humanité. Et en gros, selon les physiciens actuels, le futur est écrit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le réécrire. Et pour cela, on parle de rétrocausalité. Donc c'est poser un regard sur l'avenir très fort, avec une volonté très très forte, et observer que le futur influence le présent. Et je m'arrêterai là, parce que d'abord, je ne suis pas Philippe Guimand, donc je risque de vous induire en erreur. Je vous invite à regarder, et j'ai envie qu'on démarre notre temps de partage sur ça. Ici, je vais clarifier. En gros, ici, nous sommes tous convaincus. Nous cherchons cette ligne de crête entre l'économique et l'écologique et le social, en faisant comme on peut de là où on est. J'aimerais vous interroger. Alors, c'est des questions surprises, hein. Ils savent qu'ils vont être surpris. J'aimerais vous interroger sur des moments de votre vie où vous êtes dit, là vous avez pris des positions très fortes pour faire passer des actions, faire passer des messages. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu une conviction très forte, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Est-ce que vous avez des moments, récents ou plus lointains, où vous êtes arrivé à influencer sur le cours des choses parce qu'il y avait des convictions très fortes? Vous avez le droit de répondre non. Christelle, tu as un micro. Je vais juste faire une petite aparté en introduction. J'ai fini ma formation et je rêvais de faire du développement durable. Et j'ai été appelée par Sylvie, qui à l'époque était chasseuse de tête. Sylvie m'a appelée, et grâce à Sylvie, je suis rentrée chez Bouygues Immobilier à la tête de la direction du développement durable, et depuis je n'ai jamais quitté ce métier. Donc tu vois, en t'écoutant, je me suis dit, mais c'est génial. Voilà, donc c'était un hommage pour toi, Sylvie. Bravo. Question, pas la philosophique, hein, parce que celle-là, il fallait la préparer. En fait, j'ai envie de te dire, tous les jours, en fait. Moi, aujourd'hui, donc, je suis directrice du développement durable de Louis Vuitton. Je suis rentrée en 2018, j'ai créé la direction.
Et alors, je vous fais rire, mais au début, quand je suis rentrée chez Louis Vuitton et qu'on parlait de développement durable, on me demandait mon avis sur le papier recyclé de l'imprimante. Voilà, donc je pense qu'on l'a tous vécu, hein, tous ceux qui travailleront dans le développement durable. Et en fait, il y a 20 000 personnes chez Louis Vuitton, et je crois que j'ai dû avoir à peu près 14 000 fois la question. Donc on m'a demandé ce que j'en pensais, et à chaque fois je disais que j'en pensais pas grand-chose. Donc quand toi, 14 000 fois, tu es obligé de dire que tu n'en penses pas grand-chose, parce qu'en fait les impacts, la dame tout à l'heure parlait des impacts, qui est le vrai sujet, hein, voilà. Quand en fait tu dois orienter le sujet de 14 000 personnes sur le sujet des impacts, si tu n'as pas les convictions chevillées au corps. Tout à l'heure tu as parlé de pugnacité, je parlerai de persévérance personnellement, parce que pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus... en tout cas dans ce que je dis, c'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, doux, souple. Moi la pugnacité, c'est peut-être parce que je suis une femme, ça me parle moins. J'aurais mis beaucoup plus de temps pour apporter la transformation qu'on est en train d'apporter aujourd'hui. Voilà, un peu mon partage d'expérience sur cette question. Merci Christelle. Basique, je me suis arrêté à Nietzsche et je ne suis pas allé au-delà. C'est dommage. Non, je sais, il y a beaucoup de choses, mais Nietzsche, pour moi, a dit deux choses que je trouve mais qui sincèrement relèvent pour moi d'une sorte de fondation éthique. Quand on pense le temps, on pense le rapport aux autres. Un, je veux vivre à la hauteur du hasard. Et finalement, ça va avec le corollaire de sa deuxième pensée très forte, c'est l'innocence du devenir. Et finalement, on peut écrire le futur, parce que le futur sera systématiquement mouvant, on ne s'attendra pas à ce qui nous arrive, etc. Et il faut l'accepter. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'il y a eu une phrase, je réagis madame à ce que vous disiez, j'ai fait un doctorat sur le sujet du développement durable et de la question éthique. Cette phrase, je l'ai mise en exergue dans ma thèse. Alors vous m'excuserez si ce que vous devez aimer, c'est le pays de vos enfants. Cet amour doit être votre nouvelle noblesse, ce pays encore à découvrir dans la mer la plus lointaine. C'est ce pays que j'ordonne à vos voiles de chercher encore. En vos enfants, et là ça ira peut-être en contraste avec votre point sur le passé, en vos enfants, vous devez vous racheter d'être les enfants de vos pères. C'est comme ça que vous rachèterez tout le passé. Pourquoi racheter tout le passé? C'est qu'en fait, il ne s'agit pas de faire table rase, il s'agit de préserver l'innocence du devenir. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète dans nos sociétés, c'est qu'en fait, on est dans une vue extrêmement téléologique, où tout a un sens, où tout doit être tourné vers un progrès, tourné vers une fin, tourné vers... Très honnêtement, si on se place un cran plus loin, même la Terre, demain, un changement climatique, ça, c'est pas la Terre qui est en danger. La Terre, dans 150 ans, nous, elle aura remis des lianes et des machins et des trucs sur tout ce qu'on aura fait. La Terre, elle a zéro enjeu téléologique. Nous sommes créés une société dans laquelle on n'arrive pas à vivre si on ne se projette pas dans une fin et donc dans une sorte de futur tracé linéaire, etc. Et je pense que ça, c'est fatal parce que ça veut dire que du coup, on est dans une sorte de maîtrise. On est dans une sorte de volonté de maîtrise permanente du temps, de la ressource, de la nature, etc. Voilà, je m'arrête là, mais c'est vraiment pour moi, donc j'ai pas du tout répondu à ta question. Ça c'est bien le financier. Hors sujet. Voilà, donc Un cours récit aussi collectif qu'on se donne tous ensemble, et de ce qu'on s'autorise à faire et de ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Et ça me permet de faire le lien avec ta question, mais je réfléchissais pour essayer de faire une réponse intelligente à cette question de situation où je pense que j'ai pu apporter quelque chose. Et en réalité, je suis plutôt arrivé à la réflexion inverse de me dire, en fait, je n'aurais plus de remords de mon expérience en grande entreprise où j'étais en situation de faire bouger les lignes, d'un groupe qui a de l'impact, on parle de 300 000 personnes à travers le monde, qui a une chaîne de valeur extrêmement puissante, etc. Et j'ose espérer qu'il y a des choses positives qui ont pu arriver de l'époque où j'étais en charge du développement durable. Mais en réalité, je nourris beaucoup de remords de me dire, mais on aurait pu faire tellement plus. Et des reproches de me dire, mais comment n'ai-je pas réussi à être plus convaincant pour dire aux dirigeants que c'était important, qu'il fallait absolument le faire, que c'est aussi de leur responsabilité à eux. Donc il y a beaucoup de remords de dire que ça aurait pu être plus rapide, et je reboucle du coup avec ce que tu disais et mon interprétation de se dire, mais je pense que c'est parce qu'on est trop enfermé dans nos orientations court terme, dans nos choix, dans nos
nos modes de pensée. Et il faut probablement insuffler un peu de capacité à sortir du cadre, de capacité à voir les choses autrement, d'accepter aussi la parole divergente, pour faire ce pas de côté qui, à mon avis, est nécessaire pour se projeter dans un futur qui est plus désirable, qui, je pense, n'est pas écrit, mais qui a besoin d'être probablement réinfléchi par rapport à la trajectoire qu'on poursuit aujourd'hui. Alors, on va aller chercher ensemble quelles ressources on peut trouver. Après, on ira sur des sujets un peu plus concrets. Là, on va faire un tout petit peu de philo psycho. Cas d'école, vous êtes face à deux niveaux logiques. Un niveau économique, court terme, un niveau écologique, plus long terme. Il y a un arbitrage à faire. Et là, on sent la tension. Et on l'a tous vécu. On a tous vécu ces moments où on est face à ces contradictions de niveau logique. Qui que nous soyons ici, si quelqu'un ne l'a pas vécu, il peut sortir de cette salle. On l'a tous vécu. On peut d'ailleurs se connecter à ce moment-là. Il y a deux niveaux logiques qui s'entrechoquent. Comment on fait pour de vrai? Quelles ressources on trouve? Comment on fait pour ne pas suivre le cours inexorable de l'histoire, ne pas suivre la propension naturelle des choses, pour aller chercher cet autre niveau logique où on sort des schémas, ce que tu évoquais. On sort du système de pensée classique. On arrive à quelles ressources on trouve intérieures, comment on fait pour de vrai, concrètement. Et là, je vais faire appel à la salle. Est-ce que peut-être certains d'entre vous ont expérimenté ce moment-là? Et quelles ressources intérieures on va trouver? Est-ce qu'il y a des voix qui souhaitent s'élever sur ce sujet-là? Sortir pour de vrai de la belle pensée. Il va falloir humaine. Et à partir de là, si on met en face la valeur de l'un et de l'autre, et qu'on essaie de les équilibrer, on peut envisager un engagement à long terme, même si à court terme, sa valeur économique est inférieure. Pas si on n'utilise pas le langage que tout le monde connaît, en fait. Donc faire le pas de côté, sortir du cadre, on peut le faire bien, on réussit quand on comprend le cadre et qu'on utilise le langage du cadre, en fait. Merci. On va prendre une dernière prise de parole. Ces deux niveaux auxquels on doit se retrouver confronté à un moment donné, qui est le court terme ou le long terme, avec un choix à faire, c'est qu'on est déjà en situation de choix. Donc, tu parlais du cœur. Je crois qu'à partir du moment... Enfin, ça fait partie de mes convictions. Déjà, il faut avoir des convictions. Et ça se situe aussi au niveau de l'intuition. Je pense que c'est quelque chose qu'on utilise très peu en entreprise, puisqu'on est vraiment drivé par le rationnel. L'émotion, alors, n'existe pas parce que c'est de la faiblesse, donc ça, on n'en parle même pas. Mais cette intuition et le guts, ce qui est vraiment là, dans les tripes, c'est aussi un des signes de l'action et qui nous permet de prendre des décisions auxquelles souvent on ne s'attendait pas. Et c'est au-delà de réfléchir à sortir du cadre, c'est à quel moment est-ce qu'on lâche prise et on y va, quoi. Et souvent, finalement, on ne se pose même plus la question de savoir si ça répond à des échéances court terme ou long terme, mais ça rejoint ce que vous disiez, tous les trois, c'est cette conviction. Au-delà du sens, c'est de la conviction et de l'impact, je dirais. J'aimerais qu'on illustre vos propositions là avec nos témoins. Par exemple, Christelle, je me souviens que tu, en préparation de ce temps de partage, tu nous partageais des projets concrets où effectivement tu allais chercher des arguments économiques pour faire passer des décisions à vocation écologique aussi. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de la manière dont la maison Louis Vuitton réconcilie ces deux niveaux logiques et où tu sais aller chercher le langage économique pour faire passer des décisions à d'autres niveaux encore? Alors, juste par rapport à... Je reviens après dessus, mais je pense qu'il y a quelques personnes à ce qui s'est un peu résonné aussi. Je pense qu'il y a aussi le sujet des biens conscients qu'on a tous et de la déconstruction des idées reçues. Parce que quand on est dans un échange, on va forcément se dire en entreprise, on a un PDG en face, il pense que finance, donc ça ne va pas marcher. Donc c'est aussi à un moment donné, madame, vous parliez d'un pas de côté, c'est complètement ça. C'est-à-dire à un moment donné, se dire, attends, on va faire un petit pas de côté. Donc il n'a pas forcément que ça en tête, parce que c'est aussi un humain en face. Donc c'est pas parce qu'il est CEO qu'il parle que finance.
Voilà, je pense que Nicolas, vous en êtes d'accord. Donc c'est aussi à un moment donné se sortir tous ces schémas, c'est bien conscient qu'on a en tête. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, ce que j'avais partagé moi avec toi, c'est que quand je suis rentrée chez Vuitton, en fait, j'ai passé un an à écouter. Je n'ai pas beaucoup entendu le mot écouter, c'est fondamental si on veut changer. C'est-à-dire c'est très bien d'avoir des convictions, ça donne un cap, mais peut-être qu'on va réussir à faire des choses au bout de 3 ans. Et c'est OK. Ça ne sert à rien de faire des choses en 3 jours si c'est que pour une semaine après, les remettre et les changer. Donc moi pendant un an j'ai écouté. Je suis allée voir tout le monde, tous les membres du CODIR, j'ai écouté et je suis allée chercher ce que j'appelle moi le petit caillou dans la chaussure. Parce que je suis très convaincue, et de plus en plus, que le développement durable peut apporter une réponse. Donc je suis allée chercher le petit caillou dans la chaussure de tout le monde. Voilà. Et je leur ai dit, écoutez, on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, tu me demandes des exemples concrets, on va prendre des exemples concrets, marketing, produit. Aujourd'hui, il y a une vraie tension sur les matières premières. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les matières premières actuelles, ou on se dit, on va peut-être essayer d'aller chercher de nouvelles matières environnementales, qui, by the way, coûtent 20% plus cher maintenant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, si on prend même l'aspect économique de se dire, OK, ça va coûter 20% plus cher, sauf que dans 3 ans, nous, on aura 3 ans de R&D derrière nous, on aura testé ces matières premières-là, donc on pourra continuer, en fait, à produire des produits, ce qu'on fait, des souliers, de la maroquinerie, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment écouter, déconstruire, et la difficulté qu'on a tous quand on est sur le développement durable, c'est qu'on doit tellement avoir les convictions chevillées au corps que parfois, on n'écoute pas suffisamment. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de m'appliquer au quotidien, c'est oui, d'avoir des convictions, parce que sans mes convictions, quelquefois les journées seraient un peu compliquées, mais en tout cas d'avoir des convictions et de me dire, ça n'a pas marché cette fois, mais comme tu disais tout à l'heure en introduction, je passerai par la porte, la fenêtre ou la cheminée, et c'est pas très grave. Et même de me dire, c'est même normal. Et même de me dire, si la porte est ouverte dès le départ, je pense qu'elle va très vite se refermer. Voilà. Donc c'est vraiment les schémas de pensée qui doivent être complètement différents et surtout ne pas commencer à se dire, si j'ai un financier en face, de toute façon il va penser que finance. C'est faux. C'est faux. Parce que quand on fait un pas de côté et qu'on commence à parler d'autre chose, on peut réussir à réconcilier les deux, à dire mais au final on travaille pour la durabilité. Pour moi c'est ce que je t'avais dit en préparation, développement durable c'est une chose, mais on parle là juste de durabilité. La durabilité du business au service de la durabilité de l'humanité, non de la planète. Je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure et je suis complètement d'accord avec toi. Donc ce terme de durabilité, il nous anime tous. Voilà. Donc c'est comment on déconstruit nos manières de penser pour s'aligner là-dessus. Bon, Nicolas, prolonger, donc toi qui viens de ce métier de la finance, tu es sur un fonds à impact. Qu'est-ce que tu peux nous dire c'est ce que je trouvais remarquable, je trouvais, Christelle, quand tu parlais d'écoute, je pense que c'est foncier, c'est fondamental. Je pense aussi, vous avez parlé à un moment de faiblesse. Pour pouvoir rentrer dans ces sujets, il faut se mettre en risque. Et se mettre en risque, c'est pas se mettre en risque la carrière, etc. Je ne sous-estime pas ça, mais on est probablement ici. On a vécu certainement des choses, des hauts et des bas, et on a probablement la chance d'être ceux qui ne sont pas immédiatement menacés par le chômage, la précarité, etc. Ça n'empêche pas qu'on puisse se mettre en risque. Pour se mettre en risque réellement, je pense qu'il faut se mettre en risque émotionnellement. Et là où je retrouve, tu savais ce que tu disais, Christelle, c'est que je pense pour pouvoir aussi faire ce pas vers le financier qui a les gros comme ça, gros, tout ça. Il faut de la gentillesse. Moi, je suis convaincu que une des valeurs qu'on néglige totalement en entreprise, c'est la gentillesse. Et je vais juste prendre un exemple, c'est, pour le coup, de parler d'exemples concrets. Moi, j'ai commencé ma carrière en RH. J'ai fait 5 ans en RH, on en parlait avec Arnaud, faire les premiers reportings socio-environnementaux pour essayer de voir autre chose que la finance. Travailler sur la desserte en eau des quartiers défavorisés de Buenos Aires, La Paz, Porto Rico, etc. La réalité, tu le disais en intro, Arnaud, la réalité, c'est que quand on a voulu pousser des choses, tous les sujets s'arrêtaient à la porte du COMEX. Alors, on me disait, non, c'est bien, franchement, c'est gentil ce que vous faites. Et ça s'arrêtait à la porte du COMEX. Le jour où, 10 ans plus tard, je rentre au COMEX en tant que patron des fusions, acquisitions et du corporate development d'Engie, là, je peux dire tout ce que je veux sur les RH, sur les enjeux sociétaux, sur les enjeux environnementaux. Parce qu'on m'écoute d'un point de vue, d'un pas de côté totalement différent.
si je dis que ça met en péril un deal de ne pas regarder les sujets RH et la manière dont on va envisager, et alors Philippe n'est probablement pas là, mais Philippe sait très bien de quoi je parle, Philippe Vivien. Si on ne réfléchit pas à la manière dont on va envisager les conséquences sociales d'une transaction, comment est-ce qu'on la prépare en amont, etc., je l'aurais dit en tant que RH, on ne m'aurait pas écouté. Alors, je suis désolé peut-être pour les DRH, etc., mais c'est l'expérience que j'ai vécue. En tant que patron du M&A, je pouvais dire à la patronne du groupe à l'époque, Isabelle, on va dans le mur. Et elle écoutait. Donc je pense qu'il y a ça, et puis après c'est Béarnais qui va répondre. Moi j'entends, je souscris complètement, il faut du cœur, il faut une forme de persévérance, c'est comme en montagne. Il faut écouter les bergers qui connaissent la montagne et qui vous disent passez pas par là parce que là c'est dangereux. Il faut de la persévérance parce que la montagne c'est un pas après l'autre. Et puis il faut du cœur parce que vous partez au début, vous dites non mais c'est bon il fait beau, et puis vous vous rendez compte que vous êtes parti en tongs et en t-shirt et que l'orage arrive. Soit vous rebroussez le chemin, parfois il faut savoir le faire, mais parfois il faut juste avoir le cœur de persévérer, etc. De temps en temps, bah ouais, ça brasse un peu. Il faut savoir rentrer dans des eaux où ça brasse un peu. Arnaud, Une question? aucune question. Quelle résonance? Si tu veux une question, quelle résonance? Quelle résonance? Si, il y a une chose sur laquelle tu m'as tendu une perche là, sur. Tu as utilisé le mot de gentillesse ou de bienveillance. Je crois que, parce que la question c'est comment on va mobiliser les énergies dans les entreprises aussi, pas que les entreprises, on pourra ouvrir le débat au-delà de l'entreprise, mais ce qui nous réunit c'est quand même le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et moi j'ai l'intime conviction que ça ne pourra pas arriver si on ne change pas le logiciel du rapport humain de l'entreprise. Et notamment, enfin, je crois que c'est vous qui l'avez dit, aujourd'hui on est quand même dans des environnements qui sont rudes, qui sont hostiles, qui reproduisent cette compétition de l'extérieur de l'entreprise au sein même des organisations. Et je pense que c'est un frein phénoménal à la capacité de libérer les énergies parce que les gens sont inhibés et ont peur de prendre des initiatives parce que c'est pas récompensé, et quand c'est récompensé c'est de toute façon assez surprenant. Et probablement que si on veut laisser la capacité de faire ce pas de travers dont on parle, enfin, un tour de rôle, il faut aussi accepter une autre forme de coopération au sein des organisations. Et je pense qu'effectivement, c'est naïf, c'est un peu bisounours de dire ça, mais je pense que la bienveillance doit retrouver sa place dans l'entreprise, parce que sinon, on n'aura pas cette confiance collective dans l'organisation et vis-à-vis des autres pour proposer des alternatives et pour aller sur des chemins de traverse qu'aujourd'hui on n'envisage pas de prendre parce qu'il y a beaucoup d'auto-censure sur ce qu'on a le droit ou pas de faire en entreprise. Un sujet lourd qui était le tourisme sexuel et les atteintes sur mineurs. Et je ne veux pas mettre d'argent sur ça, c'est hors de question. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on peut appréhender la question de cette nature-là. Donc, et en fait, quand on tire le fil, et en particulier sur les dimensions sociales, moi je trouve ça extrêmement dangereux de verser dans une science de la financiarisation sur des questions qui sont de l'ordre de l'humain pur. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi accepter de dire je n'irai pas sur cette pente-là. Donc c'est plutôt de l'ordre des convictions, vous utilisez le terme, madame, de se dire qu'est-ce que vous voulez ou accepter de faire, mais ne prenez pas le prétexte de la financiarisation, parce que je vais commettre plein d'erreurs en voulant mettre des euros sur quelque chose que je ne sais pas modéliser, et de toute façon, c'est pas le sujet est tout autre. Oui, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi, et ça globalement, moi dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est des choses qu'on déploie, c'est-à-dire il y a des enjeux qui ne sont pas négociables. Voilà. Donc même s'ils sont financiarisables, et même si ça aura un intérêt financier, on n'y va pas. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'éthique, et c'est vraiment des choses extrêmement importantes et fondamentales. En t'écoutant, ce que je voulais aussi partager, parce qu'on en avait discuté ensemble, c'est que par rapport à toute cette question du changement, c'est ce qu'on peut vivre aussi, c'est quand on arrive à aligner les convictions personnelles des gens qu'on a en face et leur quotidien au bureau. Je m'explique, encore une fois, vous allez voir le directeur financier, vous allez voir Nicolas, et vous allez dire, écoute Nicolas, voilà, j'aimerais bien tant de budget pour mener tel projet. Nicolas dit, bon, je sais pas trop. Puis en fait, vous allez prendre un café avec Nicolas, et puis Nicolas, il vous raconte qu'en fait, lui, il travaille pour une association environnementale en dehors du boulot, mais que bon, il sait pas trop comment en parler au bureau, parce qu'il sait pas si c'est un vrai sujet, etc., etc., etc. Et Nicolas, on en a tous dans les entreprises. Et en fait, la magie arrive quand on prend tous les Nicolas et qu'on leur dit « Mais oui, tu as le droit en fait, vas-y. Tu as le droit non seulement d'en parler, de partager ça avec tes collègues, mais en plus, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Moi, personnellement, mon expérience des dernières années m'a montré que, le sujet aussi du collectif,
on ne bouge pas les lignes tout seul. On bouge les lignes dans une entreprise parce qu'on arrive à mobiliser, et la mobilisation, je trouve qu'il y a une grosse partie qui va passer par la résonance entre le personnel et le professionnel. Et c'est absolument magique ce qui se passe dans les entreprises à ce moment-là. Et au final, il y a beaucoup de collègues qui sont comme ça et qui ne vont pas en parler. Merci. C'est très juste. Par contre, si vous avez Nicolas dans vos entreprises, mes anciens boss diraient bon courage. Mais non, je réagis sur ton point, Arnaud, aussi. Les financiers, alors là, je prends mon rôle de financier actuel, les financiers adorent mettre en chiffres et adorent faire penser, avec l'aide des économistes, que l'économie et la finance sont des sciences. Pas du tout. Tu as dit, Christelle, je pense qu'un terme clé, c'est l'éthique. Je pense que cette financiarisation, et ton point est vraiment essentiel, mettre des chiffres, c'est donner une fois de plus l'illusion du contrôle. Ça c'est 2,7 fois, 2,71 fois. Ah oui, c'est sérieux. C'est 2,71, c'est sérieux. C'est 3 fois à peu près, ça c'est pas sérieux. Ça, je pense que c'est un premier problème. Le deuxième problème, et là pour le coup c'est le prix Nobel de 98 qui le disait, c'était Amartya Sen qui disait: je pense que l'économie moderne et la finance moderne se sont considérablement appauvries à mesure qu'ils se sont éloignés de l'éthique. L'économie et la finance, à la base, c'est une discipline de l'éthique. C'est une discipline de la philosophie. Et je pense qu'on est une fois de plus rentré dans un monde où on essaye de mettre dans des carrés, des machins, etc., parce que ça nous rassure, parce que ça permet de tirer des équations dans tous les sens et de dire: regardez, je fais un modèle mathématique, donc c'est juste. La réalité, c'est que vous faites sauter une hypothèse et votre modèle mathématique il tombe par terre. Donc je pense vraiment qu'il y a là un point qui est tout à fait juste, c'est à un moment, et je pense que tu as dû le vivre, Christelle, aussi au quotidien, c'est dans la décision, ce n'est pas le chiffre ou la décision mathématique qui va être, et toi aussi Arnaud dans vos rôles, qui va vous aider à prendre la décision, c'est un choix douloureux, difficile, humain, avec d'autres. Et ça, je pense que c'est fondamental de le réaffirmer et de le préserver. Je donne un exemple parce que ça résonne beaucoup à quelque chose auquel je pensais. L'année dernière, on a pris la décision de sortir le peu de sourcing qui nous restait encore de cuir des pays limitrophes de l'Amazonie. Donc on a pris cette décision qu'on a appliquée il y a un an. Et puis il y a un pays qui s'appelle l'Argentine. Alors pour ceux qui sont bons en géographie, qui ne touchent absolument pas l'Amazonie. Hein. Vraiment, c'est en bas. Voilà. Et donc quand vous rapatriez les cuirs d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale en Europe, vous faites en x2 en termes de coûts. Il n'y a pas eu une discussion avec le directeur financier et le directeur de l'industriel. On s'est dit tous les trois, mais on sort d'Argentine en fait. Parce qu'il y a des questions éthiques, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, on sort directement. Et là, pour le coup, il n'y a même pas eu une discussion de finance. C'était une question purement éthique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est aussi des sujets qui animent énormément les entreprises. Petite pause philo. Quand on parle d'impératif catégorique et d'absolu, on pense à qui en philo? Qui c'est? Kant. Ah, Kant. Voilà. Là, on allait chercher Kant. L'impératif catégorique qui ne peut pas se dissoudre dans le réel. Il y a un impératif catégorique, c'est un principe non négociable, quoi qu'il advienne. J'ai envie de vous entendre un petit peu là. Très basique, ça m'interpelle beaucoup ce que vous dites, ça résonne en moi ce que vous dites sur l'écoute, de prendre le temps d'écouter. Mais vraiment, moi, pendant mon expérience comme directrice RSE dans une grande entreprise, ce temps ne m'était pas accordé. Voilà, c'est juste, j'avais des impératifs très très rapides. Les gens n'en avaient rien à cirer d'écouter. Enfin, voilà. Donc je sais pas, c'est très bien. Il faut quand même avoir une grande confiance à la base et vraiment un top, un sommet qui soit très volontariste et qui a une vision aussi, enfin, qui donne un peu le temps sur le moyen long terme. Avant ça, par contre, c'était pas forcément facile. Si on a une personne un petit peu toujours sceptique sur pas mal de ces sujets-là ou ayant à reporter, notamment sur les performances financières, comment embarquer, enfin quelque part, comment le rassurer peut-être sur cette partie non financière, qui finalement lui faire comprendre que le moyen long terme est en danger quelque part, que s'il a des enfants, c'est ses enfants qui seront en danger aussi. Comment vous faites par rapport à une personne qui est toujours un peu résistante par rapport à ces aspects-là?
il y a un point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la question de sincérité. Je pense que quand on est face à ces sujets-là, une des seules manières de ne pas être pris en défaut et de pouvoir avancer, c'est qu'il n'y ait aucun doute dans la tête de vos interlocuteurs de votre sincérité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec vous, mais ça veut dire qu'ils ne se disent pas que, que c'est une posture. Et pourquoi ma réponse, je la trouve peu satisfaisante, c'est que tout à l'heure, tu as dit, Christelle, tu préfères persévérance à pugnacité. Je vais être clair, je pense que je suis un Béarnais, je suis quand même pas très facile. Et à la fin, face à quelqu'un tel que la personne, je vais vous donner un exemple très concret. 2010, je fais une note chez Engie en disant qu'il faut sortir du charbon, vendre une partie des actifs et fermer une autre partie des actifs. 1,7 milliard d'EBITDA, vous faites un ratio en multiple par 1, vous imaginez l'impact sur le cours de bourse. Je prends une volée de bois vert du directeur financier. 5 ans plus tard, je suis nommé aux fusions-acquisitions et on me demande une chose, c'est d'organiser la sortie du charbon. On a dû perdre normalement 40 à 50% de la valeur entre les deux. Je ne parle même pas des aspects CO2. Entre-temps, il y a un patron d'Engie, et pour le coup, je n'étais pas du tout au même niveau, qui n'arrêtait pas de me fustiger, mais véritablement, c'est n'importe quoi. La seule chose sur laquelle il a réagi, c'est qu'il savait que ce n'était pas une posture et que j'étais sincère quand je lui disais on va dans le mur. Parce que j'essayais de faire des analyses, j'essayais pas de le convaincre, j'essayais de lui dire on va dans le mur pour telle et telle raison. Il faut qu'on se mette sur du solaire massivement. Ouais. 3 ans plus tard, ce gars-là s'assoit à côté de moi dans un COMEX et me dit tu sais, moi le solaire, j'avais autre chose à faire, mais dès 2012, j'étais le premier à dire qu'il fallait qu'on aille sur le solaire. Moi, ça me va bien, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'on est allé au conflit, ça c'est peut-être un peu ma manière de faire parfois, on est allé au conflit, mais par contre, ce n'est jamais un conflit qui vise à « je veux gagner », c'est parce que mes convictions, mes tripes sont là et que ça c'est indéniable. Vous pouvez m'ôter le fait que je peux avoir tort, vous pouvez m'ôter mes qualités d'analyse, j'ai aucun problème là-dessus, vous ne pouvez pas m'ôter mes convictions, mes tripes, etc. Et ça, les gens sentent la sincérité. Peut-être des envies de prolonger ou de répondre. Christelle, je te sentais très présent. Oui, non, c'est peut-être une autre manière de te le dire, mais je pense que quand on est sur nos jobs, on n'a pas tellement d'ego en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour travailler pour nos carrières. Et parce que parfois on porte des projets, c'est marrant, c'est exactement ce que tu viens de dire, on porte des projets qui vont finalement s'avérer stratégiques 2 ans après. Et puis pendant 2 ans, on va se dire, bon, je vais continuer à le travailler un petit peu, mais je vais aller sur autre chose. Donc, et en fait, là où je te rejoins, c'est que quand on acquiert une légitimité, c'est plus un sujet en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à embarquer l'entreprise et à gérer toute la complexité. Donc parfois, effectivement, le projet ne va pas se faire tout de suite, mais l'entreprise comprend que si on en fait un vrai point et qu'on en parle pendant des mois, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Donc je pense que le sujet de l'ego sur notre job, il est fondamental. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour quelque chose qui est tellement plus grand et on est tellement au service d'autre chose que ça, et tu parles de sincérité, et c'est très vrai, les gens le sentent. Et donc, ils sentent qu'en face, si on parle avec nos tripes, c'est parce qu'on y croit vraiment et qu'on n'est pas là parce qu'on se dit, dans 1 an, je vais demander tel job, donc il faut que je me fasse bien avec machin. C'est pas le sujet, quoi. C'est vraiment pas le sujet. Et ça, si on arrive à le faire passer, pour répondre à votre question, monsieur, la question de la légitimité, elle est fondamentale. Et ça permet vraiment de déplacer les montagnes. En t'écoutant, Christelle, je me disais, le problème, c'est que tu as tout à fait raison. Je pense que l'ego n'existe pas, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, moi je connais plein d'anciens ou de directeurs ou directrices de développement durable qui sont en désalignement parce que, à force d'avaler des couleurs à longueur de journée, elles n'en peuvent plus. Et au bout d'un moment, on a beau avoir une énergie démultipliée, d'avoir un rêve, d'avoir des convictions extrêmement profondes, chevillées au corps, de porter ou d'être la caution morale d'un greenwashing généralisé, parfois comme ça peut arriver dans certaines entreprises, c'est extrêmement difficile à vivre.
Et malheureusement, ça conduit à une espèce de spleen qui existe. Vraiment, j'ai rencontré beaucoup de gens qui finissent par partir. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ailleurs, on a des exemples autour de cette table, des gens qui ont fini par partir en se disant finalement, est-ce qu'il y a un alignement entre le projet de l'entreprise qui est porté et puis ce que j'essaie de faire, et puis finalement, pas tant que ça, quoi. Et ça, c'est problématique parce qu'il faut. Alors, je pense que c'est sain de renouveler et de prendre un peu d'air, de laisser la place à d'autres. Vous allez arriver avec une nouvelle énergie dans vos rôles de Green Angels, mais ça fait partie du jeu aussi, c'est-à-dire que ce conflit que vous allez vivre probablement entre vos convictions personnelles et puis l'inertie des grandes organisations, ça finit par peser, et puis on est des humains, donc à un moment donné, il faut accepter, c'est vite. Ce que tu dis, c'est très vrai de manière globale dans la société, dans nos entreprises et dans nos sociétés. On voit une déperdition d'énergie, beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui quittent leur fonction à cause d'un manque d'alignement avec les valeurs. On est plusieurs chasseurs de tête ici, je fais partie aussi de ce métier de recruteur. Moi, je reçois des dizaines de CV tous les jours, de personnes avec de très beaux postes qui n'en peuvent plus, en fait, qui veulent l'alignement. Et c'est aussi très vrai de la nouvelle génération. Pour celles et ceux qui ont des enfants en études supérieures ou qui côtoient la jeune génération veut plus travailler comme avant. Et extrêmement exigeante sur l'incarnation des valeurs. Alors, monsieur, vous hochez la tête, vous n'êtes pas d'accord. On va aller se confronter un peu. La jeune génération, parce que quand on dit la jeune génération, on suppose que 100% des jeunes sont comme ça. Or, c'est pas vrai, il y en a une partie. Il y en a une partie sans doute plus importante qu'à nos générations, nous déjà vieux croulants. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et je ne suis pas certain d'ailleurs qu'ils soient forcément la majorité aujourd'hui. On va exactement dans votre sens. On a recruté 2 jeunes femmes qui sortent de l'une HEC, l'autre ESSEC Centrale. Et alors les deux nous ont dit, pour aller dans ton sens, pourquoi on vient chez Tilt, totalement inconnu au bataillon. Ils avaient des postes chez Euraseo, chez machin, etc. Pourquoi on vient chez Tilt? L'alignement. Pour le coup, on est convaincu que les sujets ESG sont au cœur de votre stratégie. Quand je lui posais la question et je disais « Ah, mais c'est génial, c'est-à-dire qu'on a un super vivier de gens comme toi qui vous a fait la réponse, une réponse qui va dans votre sens. » Il dit « Mais attends, à HEC, il faut que tu sois conscient, Nicolas, que tu as 70% encore des gens qui ne rêvent que de rentrer en banque d'affaires, en fonds de private equity, large cap, etc., ou chez McKinsey. Et très bien, mais leur seule motivation, c'est que en entrée de salaire dans une grande banque dont je tairai le nom, 65 000 € en sortie d'école. Nous, on ne propose pas ça. Hein. Par contre, je pense que la partie de cette jeune génération qui arrive sur le marché et qui a fait tout ce cheminement est beaucoup plus convaincue et beaucoup plus profonde dans sa conviction que peut-être nous ne l'étions. Voilà, 100% d'accord. Merci. Muriel? Partager en vous écoutant qu'une fois qu'on se dit tout ça, moi j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant pour faire bouger des lignes. J'ai toujours un peu ce côté positif et certaine que l'on peut faire avancer les choses. Et au-delà de nos vies, de ce que l'on rencontre comme difficultés dans nos quotidiens, il y a aussi une réalité de choses qu'on peut faire vraiment bouger. Donc est-ce qu'on peut aussi peut-être partager des idées concrètes de choses qui ont marché? Est-ce que vous avez fait des chemins qui sont des expériences pour nous et des témoignages qui sont vraiment illustrants? Et dans les réussites, sur quoi vous pourriez témoigner qui nous permettent de faire ce pas d'avance, de ne pas rester assis au bord du trottoir et se lamenter et se dire « Ok, c'est comme ça, de toute façon, il faut accueillir la société telle qu'on est aujourd'hui. » Et vous avez fait des choses remarquables, donc j'ai envie vraiment de les écouter. Et pour moi, c'était une évidence. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai quitté Accor, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais quand on m'a proposé le projet, c'était une évidence que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que je pense que j'ai gardé une trace assez profonde des échanges que j'ai pu avoir au sein de mon entreprise précédente et puis surtout du COMEX. Et j'étais arrivé à la conclusion que, en fait, on ne se comprenait pas. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la même chose. Parce qu'on était sur des points de vue différents, sur des contextes intellectuels différents. Moi, j'avais pour moi d'avoir réfléchi à cette question depuis presque 20 ans. J'avais face à moi des gens qui avaient d'autres cultures, d'autres
appétences, etc. Et en fait, j'avais beau formuler différemment, expliquer avec d'autres arguments, etc., on ne se comprenait pas. Et donc, j'ai quitté, voilà, Accor plutôt sur une note un peu sceptique en me disant, voilà, on aurait pu faire les choses autrement, et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ? Probablement que, en fait, les interlocuteurs que j'avais à très haut niveau n'avaient pas ce bagage que moi j'ai pu développer parce que j'ai travaillé sur ces sujets-là depuis longtemps. Et il va falloir le rapporter, parce que ça reste des dirigeants, ça reste des gens qui sont déjà extrêmement brillants, indéniablement, et ça reste des gens qui ont des décisions à prendre. Et ils ne pourront pas prendre des décisions éclairées s'ils n'ont pas tous les éléments de compréhension de leur manche. Et donc il va falloir qu'on soit capable d'apporter de façon la plus claire possible et la plus efficace possible tout ce bagage accumulé et collectif, c'est pas du tout une initiative personnelle, de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à tous ces éléments de contexte sociaux, environnementaux, les répercussions, voilà, toute la science entre guillemets du développement durable, avec la contrainte accessoire que souvent ce sont des gens qui ont peu de temps et qui ont besoin d'aller très très vite à des conclusions, mais sans cette démarche de pédagogie, de transfert de connaissances, de formation, je crains qu'on reste toujours sur des schémas de prise de décision qui sont biaisés parce que incomplets. Donc voilà, la formation pour moi est une réponse. Moi j'ai toujours rêvé de travailler à ma propre disparition. Voilà, je rêve qu'il n'y ait plus de directeur, je suis désolée, mais je rêve qu'il n'y ait plus de directeur développement durable parce que ça voudrait dire que ça a tellement été intégré partout qu'il n'y en a plus besoin. Voilà. C'est aussi pour ça que, vous avez raison madame, j'ai eu la chance de pouvoir prendre 1 an pour écouter les problématiques de tout le monde. Alors ça n'a pas été facile, on ne m'a pas dit vas-y, prends ton temps. J'ai mis du temps à le faire accepter, mais j'aurais dit écoutez, si vous voulez une démarche de développement durable en 3 mois, ne me prenez pas moi, je ne le ferai pas en fait. Voilà. Donc il a pris un pari. Voilà. Et en fait, ma plus belle réussite, c'est ce matin, je suis passée en comité de direction pour parler de développement durable, évidemment. J'avais 4 slides et j'ai jamais réussi à les passer parce qu'en fait, j'avais une demi-heure, j'ai commencé et en fait, chaque membre du CODIR a continué et a trouvé la solution elle-même. Je les ai regardés faire. Et je me suis dit, bon, ça ne veut pas du tout dire que ça y est, mon job est fait, demain je change de boîte, c'est pas le sujet, mais en fait, je reviens là-dessus, c'est encore une fois, c'est le collectif. Enfin, on est 30 000 personnes chez Vuitton, j'ai 10 personnes dans mon équipe. Donc, et je ne veux pas plus de personnes dans mon équipe. Je ne veux pas que nous fassions. Je veux que nous expliquions et que nous discutions et que quand les gens sont convaincus, ils fassent. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ma plus belle réussite, pour répondre à votre question, elle est collective et elle est parce qu'aujourd'hui, l'éco-design des produits, ça passe par les directeurs produits. Le sujet de la supply chain, c'est le directeur de la supply chain. On n'est pas juste, on va tout transporter en bateau, mais se dire, finalement, quels sont les roulements de stock, quels sont nos sales through, pourquoi ça, pourquoi cette référence, pas une autre. Donc, c'est des vraies questions qui se posent dans leur domaine d'expertise. Le directeur industriel, c'est pareil, sur les ateliers, c'est pas juste le sujet des consommations énergétiques des ateliers, c'est le sujet de taux d'utilisation de la matière première. Quand je fais des réunions dans son bureau, il a 3 slides, il a 3 obsessions, il a celui du milieu, c'est sustainability. Donc voilà, ça pour moi c'est une réussite collective parce qu'il y a eu cet alignement, encore une fois, je pense que il y a 10 ans, quand j'ai commencé mon job de directeur DD, c'était beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de choses qui se sont accélérées. Je pense que la société civile, de manière générale, prend conscience aussi des tensions qui existent partout. Et donc, la société civile, elle est aussi dans les entreprises. C'est des gens comme vous et moi qui travaillons dans des boîtes. Donc voilà, moi c'est ça, et c'est aussi la possibilité d'avoir dit à certains collaborateurs, mais génial, tu y crois, mais viens, alors non, tu peux pas rentrer dans ma direction parce qu'on est que 10 et que j'en veux pas plus, mais par contre, c'est toi qui vas te le trouver le fait dans ta direction et tu vas m'aider. Et c'est comme ça que petit à petit, ça essaime et ça prend. Je l'ai remarqué, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. On retrouve le collectif, et je pense que de temps en temps, il faut y aller, quoi. C'est une Ventura dans le taxi pour Tobruk, et pas à dire un intellectuel, une brute qui marche va plus loin que 2 intellectuels qui pensent. Donc je pense qu'en temps en temps il faut y aller. Nous, je pense qu'une de nos plus grandes réussites avec nos 2 associés, on est sorti d'Engie, la vie était facile. Alors oui, on s'emplâtrait régulièrement avec telle ou telle personne, mais la vie était quand même simple. On a mis 4 ans à monter le fonds en plein Covid. Plus de salaire au bout de 2 ans, plus de revenus au bout de 2 ans avec les allocations chômage qui partent.
un prêt sur l'appart qu'on venait d'acheter au moment où j'ai démissionné, évidemment, sinon c'est pas drôle. Tout un tas de sujets comme ça, vous dites vous n'allez jamais y arriver. Et là-dedans, une conviction, à nouveau la sincérité, c'est on a indexé, dès le début, on a voulu indexer notre rémunération sur la performance ESG des boîtes en portefeuille. Et donc, nos avocats, quand on a écrit le règlement du fonds, nous ont dit, jamais de la vie, attendez, vous êtes un premier fonds, vous allez galérer comme c'est pas possible, et vous voulez mettre une complexité. C'est non. Ben, on leur a dit, ouais, bah c'est oui. Donc, on l'a maintenu, on l'a écrit dans le règlement. Ça a été très, très dur, je vous cache pas, très dur, mais au stade où c'était usant. Quand on a fait notre premier closing en avril, qui est en train de monter, une société de gestion qui est en train de monter un nouveau fonds, il faudrait savoir comment on fait pour indexer la performance la rémunération à la performance ESG. Pour moi, ça y est, c'est gagné. Alors nous, on n'a pas de responsable ESG dans notre fonds. Pour moi, c'est gagné parce que pour le coup, cette industrie qui au début disait tout ça, c'est du pipeau, on est en train de leur dire votre surrémunération, on pourrait même parler de surprofit, dont on pourrait questionner la légitimité, devrait à minima être indexé à l'ESG. C'était inentendable il y a 4 ans, aujourd'hui c'est la norme, alors à des degrés divers, mais c'est la norme dans le secteur. Et très honnêtement, je pense qu'on y a contribué. Pas rien, mais on y a contribué. Cadre en fait de référence. Donc si vous voulez réfléchir à une manière de financer le nouveau monde différemment, de manière éthique, on appelle Nicolas. Moi j'ai une toute petite frustration parce que du coup j'ai fait parler et j'ai pas raconté mes histoires. Alors, je vais en raconter juste une pour donner moi la pépite que j'ai envie de vous partager. Moi ma clé, donc c'est pas de former, de jouer collectif et de changer les règles du jeu, c'est un peu tout ça quand même aussi. Mais moi mon truc c'est rêver. Et je vais vous raconter une toute petite histoire. Quand j'ai démarré le mouvement Éclore, donc il y a une association que j'ai créée il y a 7 ans, j'avais un rêve. C'était de changer les règles du jeu du monde du travail et vivre dans un monde riche de toutes les différences. Et j'avais ce truc un peu comme Christelle, là, et comme vous tous d'ailleurs, un peu chevillé au corps. Et puis je rencontre un mentor à qui je parle de mon rêve. Il me dit Solène, ton rêve il est possible, mais là il n'est pas. Si tu veux le réaliser, il faut un premier petit pas. On n'a pas parlé de petits pas, un premier petit pas. Et je te propose qu'on organise ensemble un événement. Il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes. Si vous êtes 10, 100, ça ne marche pas, il faut au moins 1000 personnes. Et à l'époque, l'association avait 10 € en poche. Et il me dit premier événement, 1000 personnes. Et moi, je crois que c'est pas possible. Puis il m'appelle et il me dit j'ai trouvé la salle des fêtes, on va faire ça au Grand Palais. Je sors d'un rendez-vous avec le régisseur, on fait ça au Grand Palais. Et là, je commence à me dire en fait, son truc de grande fête pour les talents atypiques, c'est possible. Je me dis alors je vais me mettre en mouvement. Et puis je poste sur les réseaux sociaux, les amis, j'organise une grande fête pour réinventer le monde du travail, et ça sera. Donc il faut toujours une date et un lieu pour que le rêve y prenne corps. Donc 1er mai 2016 au Grand Palais. Qui m'aide? Et là j'ai 80 potes qui disent banco on t'aide. 1 heure avant qu'ils arrivent, première réunion, je rappelle mon mentor, je lui dis ils vont débouler, on a 6 mois pour organiser une grande fête au Grand Palais, on a 10 € sur le compte bancaire, je ne sais pas organiser un événement, j'y crois pas quoi. Et il me dit Solène, quels sont tes talents? Je dis moi je sais méditer, vous l'avez vu, et je sais rêver. Il me dit banco quoi, fais ça, fais-les méditer, fais-les rêver. Ils arrivent, je leur dis les amis, enlevez vos chaussures, on va s'asseoir par terre. Qu'est-ce que c'est que son délire? On s'assoit en cercle, je les fais méditer, et là je me connecte à mon rêve, à ce pourquoi je fais tout ça, ce qu'on a dans le cœur, dans le ventre, ce qui est plus grand que nous, On parlait de leadership sans ego, Je vous invite à lire Le leader serviteur. Donc connexion, méditation, connexion au rêve, et là en fait je me connecte à ce rêve et je leur partage mon rêve vraiment avec mon cœur, avec mon âme en fait. Je leur partage ça. J'ouvre les yeux et là j'ai 80 personnes qui sont complètement embarquées avec moi. On se scinde en petits groupes, qui fait la finance, la com, etc. Et on a créé cet événement. Alors on n'a pas changé le monde, pas encore, mais nous tous ensemble, avec tous nos rêves, toutes nos actions chevillées au corps, on va faire bouger les lignes. Donc le rêve, il est important, et la première condition pour faire bouger les choses et pour écrire l'avenir,
c'est d'y croire, quoi. C'est d'avoir foi en un autre monde possible. Et merci d'avoir écouté ma petite histoire. On va redonner le micro à Sylvie, qui nous a réunis ce soir. Essayer, dans l'ordre, déconstruire, essayer avec sincérité et leadership sans ego. C'est vraiment ce qui résonne aujourd'hui et ce avec quoi je repars. J'espère que chacun d'entre vous repartira avec des mots-clés comme ça, chez soi ce soir. Je voulais remercier vous tous qui êtes ce soir avec nous.